Bienvenue sur le plateau de ITV et de iRadio. Bienvenue à tous les auditeurs et téléspectateurs du groupe E-Media Invest. Nous sommes à votre émission L'air du temps. Avec plaisir, nous accueillons sur ce plateau M. Ababakar Seydi Dieng, qui est directeur de l'AREM, le laboratoire pour la recherche économique et monétaire de l'UCAD, l'Université Cheikh Anta Diop Dakar. Nous sommes aussi avec Abdou Diaw, qui est journaliste économique au Soleil, professeur au CESTI. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, le débat sur l'éco continue toujours à enfler. Depuis que Alassane Ouattara et le président Macron ont déclaré que la zone Lyon passe à l'éco, que l'éco remplace le franc CFA. Le dernier en date, c'est les pays anglophones de l'Union de la ZEMAO qui ont dit que toute leur surprise par rapport à cette décision qui a été prise par les pays de l'UEMOA. Ababakar Seydi Dieng, d'abord, comment comprendre cette polémique autour de l'éco? Tout simple. Bonjour tout d'abord à tous les éditeurs. Merci de m'avoir invité. Donc, je salue aussi mon collègue parce qu'on est tous enseignants à l'université. Donc, je suis très ravi d'être ici. Donc, par rapport à cette réaction des pays non membres de l'UEMOA, je pense que c'est un peu compréhensible. Pourquoi? Parce que tous les pays de la CEDEAO avaient en tout cas accepté de mettre en place une monnaie unique éco. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Bon, il y a eu peut-être des négociations au sein des présidents de la zone UEMOA. Ils se sont mis peut-être d'accord pour passer à l'éco. Sauf que l'éco CEDEAO, c'est plutôt un autre régime de change, un régime de change flexible. Alors que l'éco de la zone UEMOA va maintenir la fixité. Donc, ne serait-ce que sur ce point-là, il y a un souci déjà. Donc, c'est un peu naturel qu'il y ait cette réaction, en espérant que les deux parties vont s'entendre très rapidement. Abdou Diaw, est-ce que cette situation ne va pas diviser les pays de la CEDEAO qui étaient tous prêts à aller à l'éco? Bon, merci Alassane, je salue tout le monde et surtout vraiment c'est un plaisir quand même parce que je salue en passant le professeur qui était effectivement mon professeur à la FASEC HPE, Histoire de la pensée économique. Si aujourd'hui on a eu des idées sur la physiocratie, le libéralisme, donc tout ce qui est des courants, c'est vraiment grâce à lui et vraiment toute ma gratitude professeur. Ceci dit, je pense que hier, ce qui s'est passé donc le 16 avec la sortie donc des États de la ZEMAO, autrement dit les 6 États plus la Guinée, 5 États des anglophones et la Guinée, je pense que c'est une suite logique des événements. Parce que si on se réfère effectivement à la feuille de route qui a été annoncée le 29 juin à Abuja, c'était quoi? Adopter l'éco. On a laissé deux autres monnaies, deux autres appellations, à savoir Afri et Kola. On a retenu éco. On a retenu quoi? Que l'éco sera adossé à une parité flexible, ayant comme ciblage l'inflation, la maîtrise de l'inflation. Autrement dit, on avait dit qu'on va mettre en place ce qu'on appelle une banque fédérale, en lieu et place d'une banque unitaire. Et là aussi, je pense que c'était déjà adopté par les ministères des Finances le 17 et le 18 juin à Abidjan, avant d'être entériné le 29 à Abuja. Donc les groupes de travail et les comités techniques qui ont été mis en place, effectivement, ont travaillé sur ces différents éléments qui ont été entérinés par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Maintenant, la grande surprise, c'est quoi? C'était le 21 décembre à Abidjan, lorsqu'effectivement Macron et Alassane Ouattara ont annoncé que les pays de l'UEMOA vont adopter l'éco avec d'autres réformes qui sont intervenues, comme le retrait des Français dans les instances de décision et la suppression du compte d'opération et la troisième réforme, le changement de nom. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une suite parce que tout ce qu'on a été retenu pour la mise en œuvre de cette réforme, rien n'a été fait en réalité. Et j'ai oublié, il faut dire aussi, on avait parlé d'une approche graduelle. Autrement dit, parmi les 15 pays, ceux qui vont respecter les critères de convergence pourront démarrer pour le moment l'éco en attendant que les autres puissent le faire. Et ce qui n'a pas été le cas. Et on s'est rendu compte que le Togo était
bon, d'après en tout cas le ministère était prêt, et Togo seul ne peut pas relancer aussi ECHO. Donc du coup, on a même parlé de court-circuit, on a parlé Abidjan qui aurait coupé l'herbe sous les pieds du Nigeria, etc. Donc je pense que c'est une suite logique, et le problème se trouve du côté du Ghana. Vraiment la volte-face du Ghana. Parce qu'au début, le Ghana avait apprécié cette mesure en se réjouissant effectivement de cette mesure. Et hier, la grande surprise, donc il fait partie des signataires de ceux qui ont déploré, ceux qui ont dénoncé, ceux qui sont désolidarisés de cette mesure. Donc je pense qu'aujourd'hui, j'ai des craintes quand même pour l'avenir de la zone de la CEDEAO, qui est l'une des réussites en matière d'intégration au plan, que ce soit les peuples et aussi au plan économique. Je pense qu'il est important quand même, vu la situation extrêmement, disons, tendue, que les chefs d'État puissent se réunir pour réfléchir en vue quand même de trouver une issue heureuse face à cette situation. Sinon, on tend vers une dislocation quand même, ce qu'il ne faut pas prier quand même, donc de cet ensemble qui est un exemple de réussite pour l'Afrique. On entend déjà des voix africaines et des intellectuels africains dire que cette décision de Macron et de Ouattara est une façon de torpiller la CEDEAO et que la France n'a pas intérêt, au fond, à ce que les pays africains aillent à l'écho. En tout cas, c'est un doute très très sérieux. De toute façon, j'en fais partie. Ceux qui pensent que la France essaie de contrecarrer en fait cette éco-CEDEAO, donc pour plusieurs raisons d'ailleurs. Hein, pourquoi? Mais parce qu'en fait, il me semble que, je sais pas, je ne pense pas que la France puisse influencer, en tout cas, si jamais on avait une zone CEDEAO, la France puisse continuer à influencer d'une manière ou d'une autre cette zone-là, d'autant plus que les pays anglo-saxons, notamment le Nigeria et le Ghana, ne vont jamais accepter cela. Je ne sais pas si vous vous rappelez du discours du président Addo devant Macron. Vous regardez, Macron était très très gêné. Et donc, tout en lui disant que vous êtes mon ami, il lui disait ses vérités très très sèches. Bon, il me semble que, de toute façon, on n'a pas, comme il l'a dit, on n'a pas intérêt à ce que cet ensemble, la CEDEAO, ne puisse fonctionner correctement. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde où les pays, en tout cas pris individuellement, n'ont plus de poids. Donc, il faut être dans un grand ensemble. Et donc, cet ensemble-là, je pense que c'est beaucoup plus adéquat que l'Union économique monétaire ouest-africaine du moins. Donc, il va de soi qu'on a tout intérêt à ce que ce projet éco-CEDEAO réussisse. Mais quelles peuvent être les motivations de la France pour que l'éco ne réussisse pas? Parce qu'au-delà de la monnaie, est-ce que la mainmise, entre guillemets, de la France, les ressources financières et naturelles de l'Afrique, de l'Ouest surtout, parce que les gens parlent de la présence de la France au Niger, avec l'uranium, Nord Mali, où il y a de l'or, au Sénégal, qui aujourd'hui va exploiter son pétrole, son gaz, les entreprises françaises installées dans la zone UEMOA, et la convertibilité du franc CFA. Est-ce que la France a intérêt à ce qu'on a à l'éco? Moi, je pense qu'il y a des intérêts. Si on se réfère effectivement aux 4 principes qui fondent la coopération monétaire entre l'UEMOA, disons la zone monétaire qui réunit les pays de l'Afrique centrale, les Comores et l'Afrique de l'Ouest, l'UEMOA. Et parmi ces 4 principes figure un élément extrêmement important, c'est la libre transférabilité des capitaux. Autrement dit, aujourd'hui, les entreprises, par exemple françaises, qui sont installées ici peuvent transférer jusqu'à presque plus de 90% des bénéfices sans qu'il y ait des obstacles liés au taux de change, etc. Et je pense que le fait qu'il y ait un arrimage, qu'il y ait une parité fixe en 1 euro égale 657 francs, 657,957 francs, d'abord c'est un gage de sûreté, gage de stabilité pour ce qui est des capitaux. Et je pense qu'il a l'intérêt, parce qu'aussi il faut retenir que nos pays, les pays de l'UEMOA, échangent à presque 60% de leurs échanges se font avec, par exemple, la zone Union européenne. C'est ce qui explique, disons, souvent pourquoi on a arrimé l'euro, le franc CFA par rapport à l'euro. Et aujourd'hui, vous prenez d'autres pays, et c'est pourquoi on parlait de l'arrimage de l'éco par rapport à d'autres devises avec les autres pays avec lesquels les pays de l'UEMOA ou bien la CEDEAO commercent. Vous avez compris? Donc, du coup, on peut faire un panier en mettant yuan, yen, livre sterling, le dollar, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a des intérêts parce que aussi, vous prenez la Côte d'Ivoire, le Sénégal, il y a une présence extrêmement importante de la communauté des entreprises françaises. Et du coup, il y a cet intérêt de préserver les intérêts et de préserver effectivement les entreprises
qui sont établis au Sénégal. Du coup, ça devient même des enjeux économiques sans pour autant parler de tout ce qui est géopolitique. Parce qu'aujourd'hui, la Chine est là, la Turquie est là, l'Inde est là. Il faut que la France, effectivement, cherche tous les moyens pour avoir cette mémise, pour avoir aussi marqué cette légitimité, sa présence, effectivement, dans les pays. Et je pense que c'est un instrument qu'elle pourra aussi utiliser, sur lequel elle pourra s'appuyer pour continuer à avoir une influence, effectivement, sur ces anciennes... sur ces anciennes collines ou bien ces partenaires actuels. Est-ce que l'écho de la CEDEAO avec un panier de monnaie, arrimer un panier de monnaie, est une contradiction pour la France, pour la fixité de la parité avec le franc CFA? Parce que l'écho, aujourd'hui conçu en Afrique de l'Ouest avec Ouattara et Macron, la fixité reste. Mais quand on va à la zone CEDEAO, c'est un panier de monnaie. Le panier de monnaie n'arrangerait pas la France. Bon, en fait, au fond, c'est ce que je viens de dire. C'est plutôt un intérêt géopolitique, que je ne maîtrise pas d'ailleurs, mais surtout un intérêt économique. Puisque, comme il l'a dit, en fait, c'est vrai que depuis très longtemps, en fait, la France, en tout cas, nos pays ont diversifié leur réseau d'échange avec d'autres pays, notamment la Chine, l'Inde, etc. Et donc, sur le plan, en fait, pourcentage, ça diminue par de marché, d'accord. Mais de toute façon, l'Afrique reste toujours une sorte de, je dirais, chasse gardée, en fait, de la France, parce qu'il y a d'autres enjeux qui viennent. Hein. Donc, comme vous dites, il y a l'uranium au Niger, donc il y a le pétrole au Sénégal. Donc, voilà. Donc je pense que c'est toujours une zone d'appui pour la France pour, en tout cas, faire avancer ses propres intérêts. C'est logique. Hein. C'est de bonne guerre, en fait. C'est de bonne guerre. Donc l'Afrique fait aussi l'objet de fortes convoitises. Vous prenez la Russie a organisé tout récemment, c'était au mois d'octobre, Sochi, exactement. La Turquie aussi. Je pense qu'il y a beaucoup. Maintenant, quelle doit être la position effectivement donc des pays par rapport à ces enjeux, par rapport à cette ruée effectivement des grandes puissances vers le continent. On ne doit pas rester aussi passif, quoi. Okay, on doit répondre effectivement vis-à-vis de voir nos intérêts. Parce que bon, il y a cette situation, souvent les pays n'ont pas des amis, ils n'ont que des intérêts. Je pense aujourd'hui, le succès ou bien l'avenir est dans la diversification des partenaires, n'est-ce pas? Il ne faut pas, c'est vrai, la France est là, mais aussi il faut quand même voir ce qui se fait avec la Chine est là, avec des financements extrêmement importants, même si certains remettent en cause même concernant l'endettement chinois, etc. Je pense qu'il est important pour les États aussi de diversifier leurs partenaires. Et si on diversifie les partenaires aussi, c'est donc augmenter les chances d'attirer les idées, les investissements directs étrangers. Et je pense qu'il y a des agendas cachés quand même pour ce qui est de cette question liée à la monnaie qui est à la fois politique et économique. Mais justement, dans la perspective où les pays de la CEDEAO iraient à l'écho, si ce sont des pays qui n'iraient pas s'industrialiser, à ne pas transformer leurs produits, matières premières sur place, à les exporter, à quoi servirait l'écho alors? C'est toujours des emplois qui seront exportés. Oui, mais je pense qu'il faut aussi, dans ce cadre-là, il faut aussi changer la nature même des relations de partenariat. Ça veut dire que ce qui se passe jusqu'ici ne nous arrange plus. Et lorsqu'on est dans un grand ensemble, on peut négocier collectivement. Et donc, pourquoi ne pas imposer? De toute façon, l'Algérie a fait cette expérience, ça a bien marché. Ça veut dire qu'on ne peut pas donner nos ressources, n'importe quel type de ressources aériennes à des entreprises étrangères, sans pour autant au moins que l'État ait au moins la moitié des parts du capital social de l'affaire en question. Si on a une entreprise des mines, il faudrait que l'État au moins ait au moins 50%, ou 51%, 52%, et le reste, ce sera pour le privé. Et le privé à la fois national et étranger. Ça permet en fait de créer des partenariats très solides entre nos entreprises et les entreprises étrangères. Mais si on donne tout aux entreprises étrangères, qu'est-ce qui va se passer après? C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il faut même changer le mode de négociation de nos contrats. Parce qu'il y a des gens qui se posent des questions. Aller à l'éco, c'est bien. Mais si on reste encore pas industrialisé, à quoi servirait l'éco? Bon, c'est mon point de vue, ça n'aura aucun sens. Parce que aussi... je parle sous son contrat. La politique monétaire n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas un objectif final, etc. Parce que on parle, par exemple, des carrés Caldor magiques. C'est ça. Autrement dit, en matière de politique économique,
autant de politiques économiques, autant d'objectifs. Et vous avez par exemple les politiques économiques, on a dans ces politiques économiques des instruments. Et parmi ces instruments dont disposent les États, il y a la politique monétaire en jouant sur le taux d'intérêt, en jouant sur la masse monétaire, autrement dit la quantité de monnaie qui est mise en circulation par la Banque centrale, en jouant aussi sur la politique budgétaire, taux d'imposition, base imposable, etc. Aujourd'hui, c'est des politiques qui sont à la fois, il y a certaines comme politique monétaire conjoncturelle et structurelle comme politique monétaire et conjoncturelle comme politique budgétaire. Et je pense qu'aujourd'hui, si on n'a pas un tissu industriel extrêmement, en fait, capable de porter la dynamique de l'économie, la politique monétaire ne va pas servir grand-chose. D'abord, il y a des préalables. C'est d'abord promouvoir l'industrie locale, insister sur la transformation locale et effectivement la politique monétaire viendra en appoint pour accompagner. Parce qu'aujourd'hui, prenez le Cap-Vert, la Gambie, ils ont leur propre monnaie. Et cela n'empêche, c'est vrai, un problème de convertibilité ou bien au plan international, mais d'abord, si vous avez quand même une très bonne politique industrielle, la politique monétaire pourra effectivement venir en appoint. Donc si vous avez on parle d'éco, etc., moi les préalables, je pense que ce qui est plus important, c'est comment booster l'aspect industriel, comment booster la transformation industrielle. Vous prenez le cas du cacao par exemple, mais la Côte d'Ivoire et le Ghana assurent presque plus de la moitié de l'offre mondiale. Et aujourd'hui, ils ne bénéficient pas que près de 6% de la transformation. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils avaient fait les deux pays? Ils avaient préconisé de porter de 2300 à 2600 par exemple dollars la tonne. Et aujourd'hui, ils sont en train d'influencer sur le marché international. Du coup, l'essentiel de ces cacao, donc les quantités les plus importantes sont exportées maintenant sous forme de produits de base, autrement dit matières premières. Et du coup, ils sont transformés à l'extérieur puis revendus beaucoup plus cher ici dans notre pays avec du café, n'est-ce pas? Donc je pense que l'avenir est dans la transformation. Maintenant, il ne faut pas quand même perdre de vue. La politique monétaire, c'est juste un instrument qui peut accompagner la mise en œuvre donc, le développement économique d'un pays. Mais il ne faut pas en faire quand même une fin en soi. Et je pense qu'il existe comme aussi une politique budgétaire, il existe d'autres instruments donc, qui sont à la disposition des États pour pouvoir atteindre leurs objectifs d'émergence, comme c'est le cas actuellement, avec une variété de plans qui sont développés à l'image du plan Sénégal émergent. Oui, c'est ce que posait dans son livre le professeur Moustapha Kassé, en disant qu'il faut d'abord industrialiser, que l'Afrique a besoin d'être industrialisée d'abord, de transformer ses matières premières sur place, même de les vendre peut-être sur place avant de les exporter. Et si tout n'est pas industrialisé, la monnaie ne servirait pas à grand-chose. Les gens resteront pauvres. Bien sûr, mais en fait, industrialiser aussi, ça demande, il faut aussi c'est ce que je venais de dire tout à l'heure, ça dit qu'il faut qu'on ait une stratégie innovante pour la coopération donc, entre nos entreprises et les autres entreprises, en fait. Pourquoi? Parce que pour transformer... Le transfert de technologie. Très bien, donc c'est pas gagné, donc il faut bien négocier et c'est pas évident déjà. Mais la Chine l'a réussi quelque part, hein? Oui, mais la Chine, c'est la Chine, hein? La Chine, en quelque sorte, c'est plus d'un continent, donc ce n'est même pas de la même dimension. Donc je voulais juste dire ici que le danger aussi d'une industrialisation qui ne prend pas en compte aussi le développement de l'agriculture dans nos pays, parce qu'il y a aussi un souci de la sécurité alimentaire à gérer aussi, en quelque sorte. Donc il faut aussi un poids, en tout cas je veux dire, il faut une politique très mesurée de cette industrialisation. Il ne faut pas aussi qu'on mette tout le focus là-dessus et négliger en fait l'agriculture. Donc je pense que les deux peuvent aller de pair avec un bon dosage et que, comme l'a dit le professeur Kassé, je pense qu'il a raison, il faut qu'on va dans ce sens-là, donc une industrialisation de nos économies. Et la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, avec cette cacophonie autour de l'éco, les pays qui se chamaillent autour de la monnaie, la France qui est là, qui manœuvre, l'éco a-t-il des chances de devenir la monnaie de la CEDEAO? Comme il dit tout à l'heure, parce qu'il ne faut pas faire une fixation sur la monnaie en tant que telle. C'est plutôt en général, la politique monétaire, c'est souvent une politique accommodante, comme il l'a dit. C'est pour accompagner. Si on n'a pas une bonne politique, une bonne gouvernance de nos ressources, même si, quel que soit le régime monétaire, quel que soit, on va jamais s'en sortir. Le problème, c'est qu'il a dit il faut d'abord de très bonnes politiques budgétaires, comment on gère, etc. Ensuite, la politique monétaire pourra accompagner. Donc ce n'est pas parce qu'on va mettre le focus sur la monnaie, le type de tout ça. Non, ce qui est important d'abord, c'est une bonne gestion de nos ressources. Donc de bons programmes d'investissement très pertinents, très innovants. C'est ça en fait le challenge. Bon, la monnaie en tant que telle, certes, c'est le lieu de confrontation. La monnaie est un pouvoir, hein, comme disait un professeur qui m'a enseigné à Lyon, 3e année, Sandrito. La monnaie, c'est le lieu en fait de cristallisation des rapports de pouvoir.
Donc c'est normal qu'on ait, depuis l'histoire monétaire de ces pays-là, y compris de la France, que je sais bien, donc je maîtrise en tout cas un peu. Donc on sait que même la monnaie a joué toujours un rôle important dans l'accompagnement au développement des économies. Ça, c'est un fait. Mais encore, faudrait-il qu'on ait des plans pertinents. En fait, souvent on l'a déjà, hein, on peut avoir des plans pertinents. Le problème, c'est quoi? C'est la mise en œuvre après des projets qui pose problème. Soit on a des coûts surévalués, donc comme tout le monde le sait, soit on ne livre pas les programmes à temps avec des surcoûts. C'est ça notre problème. C'est-à-dire qu'on n'a pas une gestion très rigoureuse de la mise en œuvre de nos projets. L'économiste disait que pour lui, l'éco est déjà plombé parce qu'il compare un peu l'éco à l'euro, en disant que quand l'euro est venu, a été mis en place en Europe, beaucoup de pays européens se sont appauvris. Seule l'Allemagne tirait son épingle de jeu. Pour lui, la mise en place de l'éco en Afrique va participer de la même logique. Bon, avant de répondre à cette question, si on revient aux fonctions attribuées à la monnaie, pour vous dire que il ne faut pas en faire comme il a une fixation. Les trois fonctions qu'on reconnaît à la monnaie, la fonction d'intermédiaire d'échange, autrement dit, on utilise la monnaie pour faire des échanges. Et je pense qu'on faisait des échanges sans qu'il y ait monnaie à travers le système troc. La monnaie assure, la deuxième fonction, c'est la fonction unité de valeur qui nous permet quand même d'évaluer donc la valeur, etc. Il y a une seconde, la troisième, c'est la fonction de réserve de valeur, n'est-ce pas, pour on peut épargner dans l'objectif quand même d'avoir une certaine valeur. Maintenant, si on revient tout à l'heure sur, d'abord, on ne peut pas faire une comparaison parce que déjà les profils des économies ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas les mêmes. En plus, le profil des économies n'est pas la même chose. Qui connaît l'Allemagne connaît quand même sa puissance, qui connaît la France connaît sa puissance. D'ailleurs, on parle de couple franco-allemand, n'est-ce pas? Et je pense que déjà, on ne peut pas comparer disons, entités qui n'ont pas les mêmes identités. Exactement. Je pense que c'est aussi, il faut quand même des études extrêmement sérieuse pour voir maintenant si le même cas va se reproduire effectivement pour les pays de la CEDEAO par rapport à ce qui s'est passé dans la zone euro. Je pense qu'il faut partir, pas des déclarations quand même à la légère, il faut quand même faire des études pour voir un peu, évaluer l'impact, prendre des variables, maintenant étudier l'impact et faire des projections afin de voir maintenant est-ce que réellement on aura cette comparaison pourra tenir donc, par rapport à cette question monétaire. Abdoul Mbaye a déclaré aujourd'hui, l'ancien Premier ministre, qu'il faut laisser le CFA tel quel, c'est une très bonne monnaie à son avis, et ils disent que le fait même de parler beaucoup de la monnaie, ça peut affaiblir la monnaie, affaiblir les pays africains de la zone CFA. Oui, parce qu'en fait, comme on est dans une situation d'incertitude, donc toute situation d'incertitude n'est pas malheureusement une situation qui peut arranger les choses. Donc sur ce plan-là, il a parfaitement raison. Maintenant, le franc CFA, est-ce que le franc CFA est la bonne, en tout cas monnaie pour nous? La question se pose parce que si on regarde beaucoup d'indicateurs économiques, les IDE, donc on regarde, bon, sur le plan de la stabilité, personne n'a rien dit, ça c'est clair. Mais maintenant, est-ce que c'est une fin en soi d'avoir qu'on appelle ça une inflation trop faible, 1,1%, donc pour la zone UEMOA, ou même si c'est 3 ou 2, avec un chômage qu'on n'arrive pas à avoir des chiffres vraiment très très pertinents, mais en tout cas importants, et que les populations, la pauvreté, c'est presque la moitié pour les pays de l'Europe, si on fait une estimation. Donc, est-ce que moi je préfère en tout cas un taux d'inflation de 6 à 7%, avec un chômage trop faible, avec une pauvreté aussi qui diminue très fortement. Donc, je pense qu'il faut aussi regarder l'autre côté. Ce qui importe pour nous tous, naturellement, c'est le bien-être en fait. Et donc, faire en sorte qu'on ait un accès presque à 100% à l'électricité, l'eau potable, c'est ça qui est important. C'est ça le fond en fait. Faire en sorte qu'on ait des agréments dans la vie. Donc, ce n'est pas par ce franc CFA-là, parce que théoriquement, on devait s'attendre à ce qu'il y ait un développement important des échanges au sein même des pays, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Donc voilà, donc, bon, ce qu'on peut vanter le plus, souvent, c'est la stabilité. Mais à quel prix après? Oui, parce que les défenseurs du franc CFA disent que c'est une monnaie stable, c'est une monnaie qui est là, qu'il n'y a pas de problème avec la monnaie selon eux. Ils pensent que le franc CFA, la question fondamentale, c'est plus la gouvernance et la gestion des pays qui pose problème.
Bon, c'est vrai. Je suis la monnaie elle-même. Oui, oui, oui. Parce que vous savez, comme il a dit tout à l'heure, vous savez, la monnaie aussi, elle est, comme bon, je l'ai à le préciser dans mes chroniques, la monnaie est une question extrêmement sensible. Encore, on l'a pris avec Keynes, par exemple, en parlant d'anticipation rationnelle, etc. Aujourd'hui, si on parle, par exemple, votre banque sera en faillite, le premier réflexe, c'est d'aller récupérer maintenant vos actifs. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin quand même d'avoir cette stabilité concernant les échanges, le taux d'échange. C'est important. Mais comme il a dit tout à l'heure, et j'appuie quand même comme Kako, qui dit que il faut que la mission principale assignée aux banques centrales soit revue. En taux de maîtrise de l'inflation, c'est vrai, la norme c'est 3%, on est à 1,1%. Mais il faut être plus ambitieux en finançant le développement des États, etc. Et là, bon, on a fait ce qu'on appelle la suppression des statuts. Donc, autrement, les banques centrales ne vont plus financer automatiquement les économies. Maintenant, c'est à travers le marché des titres, à travers la bourse régionale des valeurs mobilières. Je pense que cette stabilité, certes, c'est important parce que aussi la finalité, c'est la population. Il faut que la population soit rassurée. Il faut que la population soit tranquillisée pour ce qui est maintenant de l'avenir de cette question monétaire. Est-ce que la question de fond, justement, ce n'est pas le bien-être des populations, ce n'est pas la gestion même des pays par les gouvernants, la façon dont ils gèrent l'argent, dont ils gèrent les ressources du pays. Et si on met beaucoup de coups, s'ils sont des mauvais gouvernants, s'ils font de la malgouvernance, ça revient au même. C'est clair. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le socle, c'est vraiment de bonne politique. C'est ça le socle. Et puis qu'on ait en fait des décideurs politiques qui prennent des décisions je dirais en fait avertis, mais aussi appliqués sur le terrain. C'est pas parce qu'on passe à l'Assemblée, on dit tout ça. Après maintenant, sur le plan réalisation, on voit les marchés, surfacturation, les retards, tout ça. Sinon, c'est toute une chaîne. Hein. C'est pas que c'est tout le monde. Tout un chacun doit s'y mettre en fait. Et juste une petite suggestion. C'est bien aussi que les gens comprennent que ce qu'on entend par stabilité des pays. Et pourquoi la stabilité des pays est importante. Parce qu'en fait, vous, comme moi, tout un chacun peut avoir son plan de consommation, demain comment je vais faire mes choses, etc. Son plan d'épargne, d'investissement, tout comme les entreprises, les États aussi. Donc le problème c'est quoi? Donc si on veut faire des dépenses d'investissement, de consommation, n'importe quel type de dépenses, on fait des prévisions en fait. Donc on se met, dit demain je vais voir ce que je vais faire, mais pour que nos prévisions puissent se réaliser comme on veut, entre autres, il faudrait que les prix n'évoluent pas, ou en tout cas trop peu, pour ne pas fausser nos opérations. Si je dis que demain, je dois dépenser 100 parce que je m'attends à ce que mon pouvoir d'achat augmente de 100 et que par hasard, les prix ont augmenté. Donc ça érode mon pouvoir d'achat. Donc je ne pourrai plus faire mes achats comme initialement prévu. Donc la stabilité des prix, c'est dans ce sens-là. Donc pourquoi 3%? Pourquoi pas 8%? L'essentiel, c'est qu'on sache que d'une année sur l'autre, les prix sont relativement... Ça ne bouge presque pas. C'est ça en fait l'intérêt. Ce n'est pas forcément qui peut me démontrer, et je lance un défi à tout, n'importe qui, me démontrer qu'il faut 3% ou 4% ou 5%. Oui. Qu'il me démontre ça, en tout cas sur le plan théorique, il n'y en a pas. Bon. Donc c'est juste des 5%, 3%. Bon, oui. On m'a rapporté une anecdote, donc je ne suis pas sûr, je ne vais pas le raconter, mais je suis sûr que ça ne repose sur aucune base économique solide. En tout cas, même pas sur aucune base économique. Donc pourquoi pas 6%, pourquoi pas 4%? Donc, des collègues m'ont travaillé sur le taux optimal, l'inflation optimale. J'ai eu des articles en Nigeria, c'était 8%, ça dépend en fait. Tout dépend des modèles, etc. Mais aussi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui est important, lorsqu'on parle de stabilité, c'est dans ce sens-là. Ce qu'on ait en fait une visibilité à moyen et long terme concernant tous nos types de dépenses, quelles qu'elles soient. C'est ça qui fait que l'économie va avancer. Mais dès qu'on est dans une incertitude, on ne peut rien faire. Donc, tous nos calculs seront déjoués. Donc c'est ça en fait le fond de la stabilité. Donc maintenant, est-ce qu'on va fixer un niveau d'inflation le plus faible possible? Ça c'est évident, c'est clair. Tout à fait. Mais pourquoi pas 1,5, pourquoi 3, pourquoi pas 4, 5, etc. Donc moi je pense que c'est la stabilité qui est effectivement très très... c'est évident, c'est bien la stabilité. Mais à un niveau quand même raisonnable parce que 1%, 2% c'est trop faible. La preuve, lors de la crise de 2007. Ce qui a occasionné qu'on a appliqué ce qu'on appelle des politiques non conventionnelles, c'était ça. Les taux étaient tellement faibles que si on ne faisait pas attention, on allait vers la déflation. Et là, on va retourner vers les années 20. Hein. Donc voilà. Sur les 3 points, je voulais rebondir. Hein. Sur les 3% que vous avez évoqués, c'est l'un des 5 critères de convergence de l'UEMOA. Les critères, il y a le taux de pression, ratio recette sur PIB, il y a le taux d'endettement, 3% taux d'inflation, etc. Et le 2 décembre, à Diamniadio,
le chef de l'État Macky Sall et Patrice Talon du Bénin demandaient à ce qu'on révise effectivement ces critères de convergence, ces plafonds. Pourquoi 70%? Il vient nous imposer 70% et jusqu'à présent, bon, c'est très difficile de voir comment ces 70% ont été fixés. Alors qu'on veut développer, alors on fixe, il y a un plafond. Mais qui les fixe? C'est ça la grande question. C'est la Banque centrale, c'est les économies mondiales qui les fixent. C'est une convention ad hoc, c'est des experts qu'on voit, Exactement. on ne sait pas. Mais sur quelle base ils l'ont fait? En tout cas, ce n'est pas une base économique. On ne sait pas, je vous assure, on ne sait pas. Donc, les 70%, pourquoi bon, ils ont demandé à ce qu'on révise ces critères de convergence. Maintenant, le risque, si on révise ces critères de convergence, je pense que c'est le deuxième point, si on révise ces critères de convergence, est-ce que les pays ne seront pas versés dans le surendettement, par exemple? Et je pense qu'il y a des risques. Maintenant, prenez le cas du Nigeria. C'est ça un peu, c'est pourquoi le régime de change doit être adopté suivant aussi vos capacités à manipuler, à aussi retrouver votre stabilité. Le Nigeria a 15 comme taux d'inflation, mais il est capable de créer des emplois, mais aussi de revoir ce taux en jouant effectivement sur son instrument monétaire. Ce qui n'est pas le cas, parce que nous, le Sénégal ne peut pas manipuler la politique monétaire de la zone UEMOA parce qu'il appartient à une communauté. Le Mali ne peut pas jouer sur le levier politique monétaire parce qu'il appartient à une zone monétaire. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est que les 8 pays puissent trouver un accord afin de, à travers la Banque centrale, de jouer sur le levier politique monétaire. Donc du coup, on n'a pas les coups de franche pour maintenant jouer sur l'instrument politique monétaire. Ce qu'on peut faire à la limite, c'est sur le budget, à travers le taux de pression fiscale, à travers l'élargissement de l'assiette fiscale, à travers aussi donc la fiscalisation de certains secteurs qui restent toujours, qui échappent effectivement les administrations fiscales. Et je pense que 3% c'est bien, mais aussi si on peut aller jusqu'à 4-5%, en contrepartie, on peut créer des emplois, on peut relancer l'activité économique, la machine économique. Moi, je n'y vois aucun inconvénient. L'autre question qui nous préoccupe, c'est la dette. Nous en avons parlé, on a vu que l'État du Sénégal a surtout communiqué, en se basant sur le FMI, en disant que nous sommes passés de surendettement faible à modéré. Okay. Mais beaucoup de gens se posent des questions, c'est quoi un surendettement modéré? Quels sont les risques? Bon, de toute façon, on peut toujours jouer sur les qualificatifs, élevé, fort, faible, modéré, tout ça. Tout dépend en fait des économies. Parce qu'en matière de dette, moi je ne suis pas en fait l'économiste, parce qu'on m'a enseigné cela, je l'ai enseigné, mais je n'y crois pas. Parce que ce qui est important en matière de dette, c'est est-ce que moi je peux utiliser les ressources que j'ai empruntées de telle sorte que je puisse demain rembourser. Si c'est oui, quel que soit le pourcentage, je vais le prendre. C'est tellement simple. Donc en matière de dette, la preuve, beaucoup de pays, y compris le Japon, d'autres, ils ont des taux d'endettement extrêmement élevés. Le problème, c'est que est-ce qu'on a cette volonté de faire des ressources empruntées, des investissements productifs rentables? Si c'est oui, empruntons. Moi, je ne vois pas d'inconvénient. Donc cette limitation-là, on l'a vu avec la Grèce, etc. Donc, en tout cas, moi, je ne crois pas. C'est comme par rapport aux 3% aussi. C'est la même chose. Ce qui est important, c'est que, quel que soit le montant qu'on va emprunter, faisons en sorte que l'usage de ce montant-là puisse nous permettre de rembourser. C'est juste ça. Oui, mais il y a un communiqué que le gouvernement a sorti pour parler de ce qui s'est passé avec le FMI. Il y a même un économiste qui dit, Babacar Sène, que le risque de surendettement matérialise une situation où l'État est dans l'incapacité d'honorer ses engagements vis-à-vis de ses créanciers bilatéraux, multilatéraux, du marché international et régional. Okay. Bon, en fait, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'analyse de viabilité de la dette. Effectuée, disons, par le FMI, souvent conjointement avec la Banque mondiale. Maintenant, il y a les 160 pays, le FMI les évalue suivant 4 catégories. Catégorie faible, catégorie modérée, catégorie élevée et surendettement. Maintenant, la première catégorie, là où se trouvait le seul pays, Sénégal, qui était le seul pays de l'UEMOA à être dans cette catégorie, autrement dit, faible. Autrement dit, faible, c'est que les indicateurs d'endettement du Sénégal sont en dessous des seuils de référence. Si on prend maintenant l'autre catégorie, qui est catégorie faible, là où se trouve actuellement le Sénégal, c'est que les indicateurs d'endettement sont certes en dessous des seuils de référence, mais avec des chocs exogènes qui peuvent provenir de l'extérieur, ou bien une situation de la mise en œuvre de la politique économique peut faire l'objet peut installer le pays dans une vulnérabilité. Mais c'est une sorte d'alerte. Une sorte d'alerte, d'avertissement, exactement. Et le pays sera toujours en mesure de pouvoir payer ses dettes.
La troisième catégorie correspond maintenant à un risque élevé. C'est quoi? C'est lorsque, certes, les indicateurs d'endettement sont encore en dessous, dépassent les seuils de référence. Cette fois-ci, les indicateurs d'endettement dépassent les seuils de référence, mais le pays est en mesure de pouvoir rembourser ses dettes. Et le dernier, quand même, qui sera la ligne rouge, c'est le surendettement. La situation de surendettement, dans ce cas, le pays, les indicateurs d'endettement sont non seulement au-dessus, autrement dit, dépassent les indicateurs de référence, mais en plus, le pays ne sera pas en mesure d'honorer ses engagements. Et c'est le cas que vous venez de citer. Aujourd'hui, le Sénégal est dans une situation se trouve dans la catégorie à faible modéré. Et si on se réfère à la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, ce reclassement serait lié effectivement à l'élargissement du périmètre, autrement dit, du champ de la dette. Autrement dit, on a pris en compte cette fois-ci les dettes qui sont contractés effectivement par les établissements publics, à savoir les agences, etc. Et c'est le facteur, en tout cas, qui a été mis en exergue par la direction de la comptabilité pour expliquer ce reclassement. Et elle rassure en disant que cela n'enlève en rien maintenant sur la confiance, par exemple, des investisseurs par rapport au Sénégal. Mais moi, je dis que en général, la conséquence, c'est quoi? L'impact. L'impact, c'est que ça peut entraîner on peut durcir les conditions de financement sur le marché international. Autrement, les investisseurs deviendront plus regardants, deviennent plus méfiants par rapport à cette situation. Et la direction a évoqué 3 éléments essentiels en disant que le Sénégal n'a pas un problème pour la mobilisation des recettes fiscales. Les projections donnent une croissance de 7% en 2020 et les exportations aussi, bon, globalement, ça porte bien. Le Sénégal est loin d'être dans cette situation et je pense qu'essayons maintenant de maintenir ce cap et on espère retrouver la situation initiale, c'est-à-dire la situation de catégorie faible à partir de 2022, n'est-ce pas? Et je pense aujourd'hui, on doit être plus regardant sur notre rythme d'endettement. Et comme je l'ai dit souvent, on ne peut ne pas s'endetter. Effectivement, il faut s'endetter pour financer les projets, mais pourvu que ces projets soient productifs, soit des projets quand même qui puissent permettre à l'État de pouvoir rembourser ses dettes à moins. Mais est-ce qu'au fond, M. Dieng, cet endettement dont on parle, les critères économiques dont on parle, les populations, est-ce qu'ils vivent mieux? C'est une très bonne question. De toute façon, on a des indicateurs de mesure. C'est souvent à se soigner, à aller à l'école, à vraiment avoir accès à l'eau, à l'électricité à moindre coût. Parce que si on parle d'économie avec les auditeurs qui nous écoutent, les spectateurs, ils disent oui, on parle d'économie, oui, mais nous, nous là, qui sommes là, est-ce que de ce qu'ils disent là, ça nous touche? Oui, mais effectivement, ça les touche bien évidemment. Donc, de toute façon, on a des indicateurs pour mesurer tout cela. Donc, sauf comme je l'avais dit tout à l'heure, donc bon, en matière de pauvreté, donc ça dépend des pays. Je l'avais dit dans la zone, la pauvreté, presque une personne sur 2 est pauvre, quoi. Donc, bon, au Sénégal, ça s'est un peu amélioré, mais on est toujours dans une proportion quand même importante de la population qui est pauvre. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure. L'essentiel, emprunter, bon, comme il l'a dit, parce que plus vous empruntez, même si vous êtes en deçà des limites plus ou moins autorisées, plus un pays emprunte, plus ceux qui veulent lui prêter demain seront plus exigeants en matière. Parce que plus la dette monte, c'est ce risque-là. Il ne peut ne pas honorer ses engagements. Donc, on va lui imposer un taux d'intérêt plus élevé. Donc, ça a été tout le temps le cas. Donc, c'est pour ça qu'on préfère avoir un niveau d'endettement relativement faible par rapport à nos propres ressources. Nos ressources, on le mesure par le PIB. Donc, plus le pourcentage de notre dette par rapport à notre richesse nationale est faible, mieux c'est pour nous. Donc, ça, c'est évident. Mais, comme je l'avais dit tout à l'heure, moi, je ne me focalise jamais sur le pourcentage de la dette. Faisons en sorte, comme il l'a dit, que les investissements soient productifs. Que ça génère des revenus qui nous permettent de rembourser et d'avoir quelque chose en plus. C'est ça. C'est ça l'enjeu. Cet endettement du Sénégal n'a pas une anticipation sur les ressources prochaines de gaz et de pétrole? Ah, mais bien, tout le monde parle de 2022. De toute façon, là aussi, moi, je suis beaucoup plus prudent, en fait. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce que nous réserve 2022. On est là en train de dire, oui, à partir de 2022, on va avoir des ressources du pétrole. D'accord, mais attention, le prix aussi, à partir de 2022 peut baisser. Pourquoi? Parce que plusieurs pays, notamment développés, notamment les pays nordiques, ont eu des progrès substantiels concernant la mise en place d'énergies renouvelables. Attention. Donc même nous aussi, j'ai regardé un document du ministère en fait, sur le PSE, on a aussi des progrès en matière
d'énergie renouvelable. Donc faisons attention, on ne va pas aussi dire, oui, comme il y aura le pétrole à partir de 2022, attention, on ne sait pas de ce que nous réserve l'avenir. En plus, beaucoup ne raisonnent pas, en fait, on dit, oui, les pays en développement sont des pays qui sont spécialisés en matière. Attention, beaucoup de pays développés ont beaucoup plus que nous, en tout cas, d'influence sur les marchés, parce qu'eux aussi, ces pays-là, vendent, en tout cas, ont ces ressources-là aussi. Même les États-Unis, beaucoup de réserves en pétrole. Donc, faisons attention en disant que oui, dès l'instant où on sera dans cette phase-là, tout serait vraiment merveilleux. Attention, donc faisons attention. Sur la question d'endettement, il y a un point essentiel aussi. Les investisseurs, ceux qui mettent les capitaux aussi, sont très regardants par rapport aux notations émises par les agences, que ce soit Fitch, Standard & Poor's ou bien Moody's, et plus même les agences de notation régionales. Et aujourd'hui, si on parle de le Sénégal est passé d'un classement à un autre, là, maintenant, combiné aux notations émises par les agences, de notation par les agences, cela peut avoir effectivement un impact sur l'attitude qui sera adoptée par les investisseurs. Et je pense que la direction de la comptabilité dit que désormais on va mettre l'accent sur la mobilisation des ressources sur le marché régional. Autrement dit, à travers ce qu'on appelle les émissions des obligations assimilables du Trésor ou bien les bons assimilables du Trésor, à travers le marché des titres qui est là, donc avec l'accompagnement de l'agence IOMA Titres. Donc là, on peut maintenant, parce que le Sénégal a levé tout récemment, et je pense que c'est lui qui avait fermé même la boucle en 2019, a levé 200 milliards sur le marché régional. Et pourquoi l'avantage, c'est qu'on va avec le franc CFA, il y a moins de... Parce que l'inconvénient de faire des emprunts sur le marché international, c'est que si on emprunte avec le dollar, avec les autres monnaies, les devises, c'est que les taux d'échange, on ne peut pas les maîtriser. Et cela peut rendre effectivement le coût plus cher, la dette plus chère. Sans compter maintenant les taux d'intérêt et souvent le refinancement de la dette. Autrement dit, emprunter pour payer des dettes, n'est-ce pas? Maintenant, sur l'aspect, concernant le pétrole, le gaz, on prend le cas du Nigeria. Mais l'essentiel de l'économie nigériane repose sur le pétrole. Et du coup, si les prix sur le marché international varient, ou bien si les prix connaissent une baisse, cela peut avoir une répercussion négative effectivement sur l'économie nigérienne. Du coup, moi je suis pour la diversification. Il ne faut pas que le pétrole soit alpha et l'oméga de toute l'économie. L'inquiétude de beaucoup de Sénégalais, c'est qu'on parle tout le temps de l'endettement, de la dette de l'État. Ils vont sur le marché sous-régional, sur le marché international. Est-ce que la dette qu'ils sont en train de faire sur le plan international n'est pas une sorte d'anticipation sur les recettes de ce qui va être comme gaz et pétrole? Bon, c'est extrêmement difficile de confirmer ça, parce qu'aujourd'hui, en tout cas, si on se réfère aux déclarations concernant l'État, la répartition des recettes qui seront issues du pétrole et du gaz, en parlant de la génération future avec le fonds 10, etc. C'est très difficile de confirmer réellement. Est-ce qu'il y aura des recettes qui seront consacrées? Par contre, il peut susciter un intérêt par rapport vis-à-vis aux investisseurs. Les investisseurs peuvent dire, oui, tiens, le Sénégal va sortir ses premiers bails à partir de 2023, donc c'est plus sûr. Aujourd'hui, en Europe, il y a ce qu'on appelle les taux négatifs. Les gens placent de l'argent avec des taux négatifs, je ne parle pas de taux nul 0%, mais taux négatifs, ne serait-ce que même pour garder votre argent. Et du coup, en contrepartie, tu ne le reçois. Maintenant, si vous dites le Sénégal, à partir de 2023, va produire ses premiers barils, mais tiens, c'est important de prêter, d'accorder des crédits à l'État du Sénégal, n'est-ce pas? Mais je pense aussi qu'il ne faut pas perdre de vue il ne faut pas que l'économie soit, le pétrole et le gaz soient l'alpha et l'oméga effectivement de l'économie. Parce que moi, il faut faire très attention concernant la malédiction du pétrole. Autrement dit, si le Sénégal se focalise uniquement sur le pétrole, sans pour autant mettre l'accent sur l'agriculture, l'élevage, la pêche, c'est extrêmement grave pour l'économie. Je pense qu'il y va l'intérêt pour diversifier. Il y a les services qui remportent, qui donnent le pion effectivement à l'agriculture, alors que les services, c'est une petite portion de la population. Alors que l'agriculture, c'est presque 50%, mais est-ce que l'agriculture, en termes de productivité, vraiment, on a atteint ces résultats? Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que depuis qu'on s'endette dans ce pays, la dette est bonne ou pas? Est-ce qu'elle va dans l'investissement productif, notamment dans l'agriculture dont on parle, ou dans la vallée des fleuves Sénégal, aujourd'hui 240 000 hectares qui sont là, une très grande superficie non cultivée, on continue à importer encore du riz, peut-être de l'Inde ou de la Chine. Bon, si l'on se fie au programme d'investissement, donc au projet du PC, donc on peut
affirmer que ça va dans ce sens-là. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'on a débloqué un montant pour un projet donné que ce projet-là va arriver à terme avec tout ce qu'on attendait. C'est ça aussi le problème. Je veux dire, c'est à différents niveaux en fait. Donc c'est bien beau d'avoir un bon programme de projet ici et là, ça c'est sûr, mais il faut un suivi juste. Voilà, c'est suivi, évaluation. Exactement, bien sûr. C'est ça. Bon, en fait, actuellement, je pense que j'avais assisté à une session en fait où le ministre du PSC présentait le bilan. Bon. Globalement, c'est encourageant. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, il faudrait que ce suivi-là, je pense que c'est son rôle d'ailleurs, hein, soit régulier et puis qu'il y ait des ajustements par moment pour que, comme vous dites tout à l'heure, que les populations sentent effectivement que les choses vont aller beaucoup mieux. Parce que quelqu'un posait la question la fois dernière, il disait qu'à l'Assemblée nationale, à chaque session budgétaire, il voit des programmes, de l'argent octroyé au ministère. Mais c'est pour la question, est-ce qu'après, il y a un suivi pour voir est-ce que le franc qui a été dépensé pour telle école est effectivement allé à l'école ou pas? Bon, je pense qu'on peut avoir quand même, avec l'adoption, pour la première fois, quand même depuis le 1er janvier, l'adoption du budget programme. Vous savez qu'avec l'harmonisation, la réforme des finances publiques, tous les pays de l'UEMOA ont adopté, donc à partir de 2020, le budget programme. On avait le budget moyen. Autrement dit, on mettait trop l'accent sur les moyens, comment mobiliser les fonds. Mais cette fois-ci, c'est quoi? C'est qu'on a adopté un budget programme avec beaucoup de réformes qui sont intervenues, avec le ministère de l'économie, des finances, le ministère des Finances et du budget qui perd son monopole d'ordinateur principal des dépenses, mais qui garde son statut d'ordinateur principal des recettes. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on va mettre en place des programmes. Et c'est autour de 129 programmes, en tout cas ce que j'ai vu en dernière position, en dernier lieu, 129 programmes. Autrement, les ministères maintenant recevront le budget, puis ventilé à travers les programmes. Et chaque programme, maintenant, il y aura un responsable. Et à la fin de l'année, il y aura ce qu'on appelle des rapports annuels de performance qu'on va produire effectivement présenté à l'Assemblée nationale. Et là, on aura plus de visibilité sur l'utilisation des ressources financières. Et je pense que y aura, on parle de rupture dans le paradigme budgétaire, etc. Je pense que ça peut être aussi un espoir pour voir maintenant réellement comment les 4222 milliards qui ont été votés par l'Assemblée nationale, comment ils seront utilisés. Et j'insiste sur un point, c'est ce qu'on appelle la loi de règlement. La loi de règlement qui donne autorisation à l'Assemblée nationale de demander aux ministres ou bien à toutes les entités qui avaient utilisé le budget d'État de nous dire réellement comment vous avez utilisé l'argent, le budget. Exactement. Et je pense que le premier président de la Cour des comptes, c'était son cheval, c'était vraiment son combat, c'est qu'on puisse produire les lois de règlement à temps. Parce que je pense que la dernière loi de règlement, c'était celle de 2016-2017. Et je pense que c'est important quand même qu'on puisse produire ces lois qui nous permettent de pouvoir connaître comment l'argent a été utilisé. Et je pense qu'avec le budget programme, on aura plus de visibilité sur effectivement comment le franc, notre argent, a été utilisé. Parce que, vous savez, l'État, l'une de ses mamelles, ou bien les mamelles, c'est le budget, les régies financières. C'est les recettes issues de la Direction générale des impôts et des domaines, la douane, etc. Maintenant, le reste, c'est les dons, c'est ce qu'il obtient à travers les partenaires bilatéraux et multilatéraux, plus maintenant les emprunts sur le plan international. Et les emprunts, souvent, c'est 10 ans, 15 ans, etc. Et la génération, d'où l'importance de prendre en compte effectivement cette génération future, bien évidemment, qui ne sera pas du tout à l'abri pour ce qui est du paiement des dettes. Oui, beaucoup de citoyens, c'est la question qui se pose. Est-ce que l'argent qui est voté va effectivement là où il est affecté? Est-ce que les députés qui ont voté pour tel ministère, pour tel programme, en retour, vont contrôler sur le terrain? Est-ce qu'effectivement l'argent est là où il doit aller? Bon, normalement, il me semble, je ne suis pas spécialiste du droit budgétaire ou de la fiscalité, mais il me semble qu'il y a des corps de contrôle qui doivent faire ce travail-là, notamment la Cour des comptes que vous venez de citer, donc qui aussi, normalement, après coup, doit éplucher les comptes, voir ce qui va, ce qui ne va pas et sortir un rapport. Il me semble aussi que les députés peuvent, compte tenu de l'importance d'un programme en termes d'impact sur les populations, peuvent aussi créer une commission spécifique, il me semble. Hein. Donc, ça, je pense que c'est le rôle des corps de contrôle, notamment de la Cour des comptes. Vous êtes persuadé que ça se fait?
Bon, en tout cas, c'est vraiment, c'était une promesse que le premier président de la Cour des comptes avait faite, donc pour que les lois, pour veiller à ce qu'effectivement le budget soit utilisé à bon escient, parce que c'est l'argent public, c'est l'argent public, mais aussi que les députés, il faut aussi outiller les députés, il faut les outiller, parce que je ne peux pas concevoir, j'ai eu la chance de couvrir tout récemment la dernière session budgétaire, j'ai couvert, mais ce qui se passe aussi, c'est terrible. Au lieu de vérifier de compte, ils passent tout leur temps à se vraiment chamailler comme devant une borne fonde. C'est regrettable. Et aujourd'hui, les députés, ils ont une mission extrêmement importante. Et je pense qu'ils ont besoin d'être outillés au plan budgétaire. Comment vérifier? Et souvent, même on vote sans pour autant vraiment connaître même le contenu. Et surtout cette année, il y a beaucoup de changements, énormément de changements dans la présentation même des titres, des libellés pour ce qui est même du budget, donc des rapports qui sont produits par la commission. Bon, il appartient d'abord aux députés de vérifier. Bon, ce qu'ils veulent, ce qu'ils font, c'est vraiment voter. Mais derrière aussi, il faut quand même que les corps de contrôle qui sont habilités à vérifier, à contrôler, contrôle, vérifie, mais aussi qu'il y ait une suite pour ce qui est des sanctions. Parce que vous prenez l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics, tout récemment, elle a, disons, mis à nu quelques... en fait, oui, dans l'exercice, quoi. Donc, autrement dit, des gestions qui ne répondent pas, donc qualité de gestion, qui ne répondent pas vraiment aux normes de la gestion financière. Et je pense que le problème souvent, c'est la suite à donner à ces dossiers. Si j'ai mis par exemple mon coude sur certains dossiers, je pense qu'il faut quand même que ceux qui ont commis des erreurs de gestion répondent effectivement aux juridictions. Et puis je pense que ça peut servir de leçon pour les autres. Sinon, chacun peut faire ce qu'il veut. Et puis au détriment, aux grandes dames maintenant des finances publiques, donc par ricochet. Et c'est la population ou bien ceux qui sont dans les villages aussi vont effectivement ressentir. Et que justement, ce n'est pas cette impunité qui plombe aujourd'hui la confiance que les citoyens ont en la justice, en l'économie de leur pays, la gestion? Ah mais c'est évident, hein, ce qu'on voit, c'est ça. C'est-à-dire que dès l'instant où moi je peux commettre une faute, et je peux me réfugier derrière le parti au pouvoir, même si je change de couleur, j'étais dans une autre structure politique, je peux venir, si je peux être couvert, pourquoi pas. Donc, effectivement, en fait, ce qu'on voit depuis longtemps, depuis le président Wade, c'est pareil. Donc, il faut vraiment des sanctions, parce qu'on ne peut pas adopter, comme vous l'avez si bien dit, la budgétisation axée sur les résultats, sans sanctions positives comme négatives. Quelqu'un qui fait bien ce qu'on attend de lui peut avoir une promotion, on lui donne un budget beaucoup plus important ou un autre projet beaucoup plus d'envergure beaucoup plus important, etc. Donc si quelqu'un ne fait pas son truc, là aussi pareil, on le met de côté. Si jamais il a commis des irrégularités financières, bon, comme vous dites, la loi est là, donc on l'applique dans sa rigueur. Ce qui est, bon, disons pas bizarre, s'il s'agit des ressources octroyées par les bailleurs de fonds, là on contrôle vraiment nickel. Il n'y a aucun, bon, je ne dirais pas il n'y a aucune faute de gestion, mais on est plus rigoureux en matière de gestion de ces fonds parce qu'on sait avec qui on a affaire. Si maintenant c'est de l'État, bon, c'est l'État. Maintenant, s'il s'agit de la Banque mondiale, s'il s'agit de l'Union européenne, etc., là, on est très regardant. Et les conditions, les procédures, parce que c'est compliqué en matière de passation des marchés. Les procédures, donc, quel appel d'offres aujourd'hui, bon. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, et je pense qu'aujourd'hui, avec le rapport de l'ARMP, j'ai eu à faire aussi une chronique sur ça, il ne doit pas rester vain ces rapports. Donc le rapport doit être poursuivi exactement. Et la redevabilité, effectivement, il faut quand même cette culture de redevabilité. Donc si vraiment on vous donne les derniers publics, quand même, on veut que les résultats effectivement soient restitués pour voir maintenant comment vous avez géré, parce que ça ne tombe pas du ciel, cet argent. Voilà, le temps que nous avons parti est terminé. Merci à Abdou Diaw, journaliste économique au quotidien Le Soleil, et ensuite enseignant au CESTI. Merci à Sidi Ababakar Dieng, qui est le directeur de l'AREN, laboratoire pour la recherche économique et monétaire. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.